Bonsoir à tous les amis et je suis très content de vous retrouver pour ce 14e épisode des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18 h, santé à tous et vous avez vu, j'ai ravitaillé en jaune et celui-là je peux vous dire qu'il est plus jaune que jaune. Bon bref, on va passer. Alors l'émission de hier soir vous avez vu c'était sur une série spéciale Peugeot et puis du coup j'ai été recueillir un petit témoignage. Alors ce soir, un petit témoignage, on a Jean-Kévin. Alors là, il y a un gros CV, donc je suis désolé si je lis un peu. Donc Jean-Kévin qui est né en Martinique. Alors, il n'est pas resté longtemps en Martinique, il est resté qu'une petite semaine, donc il n'a pas l'accent de là-bas, il n'a pas l'accent créole. Après, il s'est retrouvé en Haute-Savoie dans un petit village qui s'appelle Saint-Julien. Et il faisait en fait tous les jours les allers-retours parce qu'il a fait une grande carrière à Peugeot, Sochaux. Et donc dans cette grande carrière, il était poseur d'antenne sur les 305, 505 et 405. Il a été promu par sa hiérarchie. Aujourd'hui, il est dans les bureaux et il est lécheur de timbres. Donc, Jean-Kévin, vous avez regardé l'émission de hier soir et vous qui êtes un fan de Peugeot pour y avoir eu et avoir fait une belle carrière là-bas. Donc, qu'avez-vous pensé de toutes ces belles Peugeot? Bien le bonjour Mathieu. Bon alors moi c'est Jean-Kévin, je suis martiniquais d'origine, hein. Bon ça se voit pas au premier regard, mais bon, j'ai passé qu'une semaine en Martinique. Je suis né, mes parents sont partis de suite en métropole. Alors j'étais très content, ravi de voir un peu la Réunion, là, voir les vrais passionnés d'auto, parce qu'attention, hein, là-bas, c'est les vrais passionnés, hein. Bon, alors moi, j'ai fait ma carrière à Peugeot. Je vissais les antennes, comme ça, je vissais les antennes. Alors, le petit conseil pour la 405, attention quand il manipule avec les UV, là, ça a tendance à casser. C'était un petit point faible de la voiture, là, de l'auto. Donc, faut très attention quand tu veux la démonter ou la bouger un petit peu, là. Donc, voilà. Bon, ensuite, je me suis reconverti, là. J'ai ouvert un petit salon de toilettage animal, là. Donc, du coup, je le fais à la naturelle. Je le fais avec mon expérience dans l'échange de timbres et de lettres, là, un peu à mi-soupli, là, quand j'ai pris du galon. Bon, ben alors maintenant, je lèche les animaux, je les lave naturellement, je les lipe, quoi, tu vois. Donc, si des fois vous avez des animaux, là, vous les lavez un peu, là, comme ça, là, envoyez-les-moi, je vous ferai un petit tarif. Vous venez de la part de Passion Autosport du Var, là, je vous le fais, moi, y a pas de problème. Et puis bon, avec le confinement, ben, c'est un peu la crise, donc ben, je lèche ce que je peux, hein, mon ami. Bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, des belles autos hier, je me suis régalé, hein. C'est bien de faire du Peugeot, là, un peu, là, parce avec cette belle carrière d'ingénieur que j'ai fait, là, ça me faisait plaisir. Bon, en tout cas, Mathieu, porte-toi bien, mon ami, là. Passion Autosport du Var, et puis vive la Réunion, et ben, bon courage à tous, hein, bon confinement. Allez, à l'envoyeux, hein. Merci Jean-Kévin, très beau témoignage. Votre métier est très sympathique, hein, j'en doute pas. Et on sent le vrai passionné de chez Peugeot. Bon, revenons à nos moutons, pardon. Donc alors ce soir, les enfants, un petit programme super sympa. Alors, on va commencer avec Hervé qui nous vient du Vaucluse. Hervé va nous présenter une petite A310 vite fait, parce qu'il en a 3. Donc il va nous faire le tour vite fait de ces 3 autos. Donc une A310, une 5 turbo réplique Tour de Corse, vous allez voir, petite pépite, merveille. Et on va finir avec une petite berlinette 1600S. Donc merci à Hervé. Alors Hervé par contre montez bien le son parce que dans sa vidéo le son est assez faible, on n'entend pas beaucoup. Mais bon c'est comme ça, hein, les vidéastes du Passion Autosport du Var ils font ça sur le qui-vive. C'est spontané, c'est des passionnés et donc ils ne sont pas forcément des grands professionnels de la vidéo. Ils nous font partager tout ça donc si le son n'est pas très bon, si l'image n'est pas très belle, il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils font ça avec passion. Et moi, je les remercie infiniment. Donc voilà pour Hervé. Ensuite, on va aller du côté de Loire-Atlantique. Et là, les enfants, attention, on va aller dans la japonaise. Et dans de la petite japonaise sympathique parce qu'on va avoir une Nissan Skyline GTT. Donc alors, tout le monde connaît la Nissan Skyline GTR. Et bien là, vous allez voir, c'est un modèle extrêmement rare. C'est une merveille.
Moi qui suis aussi un peu fan de japonaise, je peux vous dire que celle-là, elle envoie du couscous et elle envoie du jaune, encore plus jaune que mon Ricard. C'est une petite merveille. Ensuite, on va aller voir Philippe dans le Doubs. Alors Philippe, c'est le créateur de la Smarlinette. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler sur internet. La Smarlinette, c'est une évocation de la berlinette sur une base de Smart Roadster. Donc, et là, Philippe va nous présenter un peu son modèle. Alors moi, je vous invite vraiment à découvrir son travail parce qu'il a fait vraiment marcher son ingéniosité pour faire d'une Smart Roadster une berlinette A110. Quand on voit les prix d'aujourd'hui d'une A110, alors les puristes ils vont se tirer les cheveux. Ok, ça restera jamais une vraie Alpine, une berlinette, hein, mais par contre, avec un budget réduit, on peut se faire plaisir avec une petite bagnole qui marche bien. Et moi, je trouve ça sympa parce que il y a quand même de l'ingéniosité derrière tout ça et le résultat, il est plutôt sympa. Donc, je vous invite vraiment à bien regarder et puis à les découvrir. Donc, vous tapez Smarlinette, vous allez tomber sur les sites internet. Donc, elle est fabriquée dans le Doubs, cette auto. Et merci à Philippe de m'avoir fait cette petite vidéo. Voilà. Et ensuite, on va finir avec Quentin qui nous vient d'Amiens. Et Quentin, c'est un fan de la BX, je pense, parce que on va en voir un peu derrière et il y a quelques BX, mais pas que. Quentin est je pense, c'est un collectionneur compulsif. Il en a plein partout. Ça dégueule de BX, ça dégueule de tout. Mais au final, il s'est pris d'amour pour une petite Murena qui est en cours d'amélioration, de restauration. Il bosse comme un dingue dessus. Il nous a fait une petite vidéo vraiment sympathique. C'est un affûté de cette voiture, il la connaît bien et vous allez voir que dans sa vidéo, il a des explications très constructives sur cette voiture et franchement, ça vaut le petit coup d'œil. Voilà pour ce soir, mes amis, le programme. J'espère que vous allez passer un très bon moment et moi, je vous retrouve tout à l'heure. Salut! Bonjour, je fais cette petite vidéo pour Passion Autosport du Var. Je m'appelle Hervé, j'habite dans le Vaucluse et je vais vous présenter mes voitures. Voilà, une Alpine A310 V6, voilà, qui est pratiquement d'origine. Voilà, je vous fais voir un peu. Il y a un moteur V6 injection dessus. Je vais vous faire voir. Voilà. J'avais monté ça, mais bon, c'était aussi bien le moteur d'origine, entre parenthèses. Je fais voir l'intérieur. Voilà. Voilà, je vous fais ça, je vais vous en faire voir une autre aussi. Une R5 Turbo. Que j'ai monté Tour de Corse, on va dire. On la voit. Voilà, je vais faire un peu le tour. Voilà, ça j'ai remonté cette R5 Turbo pour faire des montées historiques. Et puis j'aime bien cette voiture, j'adore. Je vous fais voir l'intérieur. Voilà. Je vous fais voir le moteur. Elle ressemble à une Tour de Corse, ça se rapproche, mais ça n'en est pas une. Voilà, il y a le carter sec. Là, les trains Tour de Corse, avant-arrière, la boîte. Voilà, ça marche bien. Il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, ça et une autre. Je vais vous faire voir une berlinette. 1600S. Voilà, elle est dehors. Voilà, ça fait pas mal, quelques années que je l'ai. C'est ma préférée, ça. Je vous fais le tour. Voilà, elle est légèrement coursifiée. Il y a un moteur qui est un tout petit peu préparé. Une boîte courte et un pont autobloquant. Je ne sais pas si on voit, voilà. Ça, je vais vous faire voir l'intérieur. Et il y a une direction directe aussi. Ça marche bien. C'est la plus facile à conduire des trois. C'est la mieux pour moi. On voit pas bien, je crois. Voilà.
Voilà, j'ai fait le tour de mes voitures. Voilà, puis je vous souhaite une bonne journée et puis bon confinement et à bientôt peut-être. Au revoir, merci. Bonjour à tous, bienvenue en Loire-Atlantique. Alors ici le ciel est bleu, les cigales ne chantent pas, mais par contre les vaches viennent nous faire du greng, comme on dit chez vous. Du coup j'ai été contacté par Mathieu au début de la semaine dernière pour participer à une présentation justement sur Passion Autosportive du Var. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma Nissan Skyline R34 GTT. Alors on va parler autour de cette voiture. C'est une voiture qui est connue en règle générale, enfin qui est connue. Beaucoup de gens connaissent la GTR, la R34 GTR qui a tourné dans les films Fast and Furious, qui a été démocratisé aussi par le jeu Gran Turismo évidemment, mais peu de gens connaissent la GTT finalement. Alors on va discuter autour de la voiture. Alors on va faire un tour du propriétaire, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a pas mal de vent. Donc c'est une Nissan Skyline R34 GTT. Je vais vous citer maintenant toutes les différences qu'il y a entre une GTR et une GTT. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question qui revient tout le temps, c'est Louis, quelle est la différence entre ces deux voitures? Alors la principale différence se joue déjà sur le moteur. Le moteur sur la GTT est un RB25 alors que sur la GTR c'est un RB26. C'est l'évolution du RB25 qui a été réalisé par les ingénieurs de Nissan en 98. Et la grosse différence entre le RB25 et le RB26, c'est que le RB25 est un single turbo alors que le RB26 est un biturbo. Donc maintenant on va parler du moteur. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un RB25 single turbo qui développe la puissance de 280 chevaux et 380 Nm de couple. Donc c'est un moteur relativement fiable, qui a quelques problèmes d'origine qu'il faut solutionner comme les arrivées d'huile, mais bon ça je vais pas vous en parler, c'est un peu, on va pas rentrer dans le détail technique. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un moteur pour un moteur turbo qui prend vachement de tours. Il prend 7500 tours minute. Et la puissance, on va la chercher à peu près au-delà des 3500 tours minute. Après, au niveau de l'esthétique, si on parle vraiment de l'esthétique que j'ai donnée à la voiture, parce qu'il faut savoir qu'une R34 GTT d'origine, ça n'a pas tout à fait cette tête-là. Je vais vous la mettre en image maintenant. Tout simplement, j'ai fait le choix en fait d'aller mettre des pièces aftermarket, comme par exemple le pare-choc avant, le bas de pare-choc avant qui est un pare-choc type GTR. Ensuite, j'ai rajouté des jantes. J'ai rajouté ensuite les lames que vous voyez en bas qui abaissent visuellement énormément la voiture. J'ai rajouté l'aileron à l'arrière que je vais vous montrer tout de suite, qui est un top secret qui vient se mettre sur les fixations d'origine de l'aileron. Donc ça c'est pas mal, qui est en carbone. J'ai aussi peint les étriers de frein Nissan Brembo en cuivre doré, qui est la peinture d'origine des étriers normalement sur les GTR. Et enfin, j'ai rajouté à l'intérieur de la voiture des sièges baquets réglables estampillés Nismo pour avoir un meilleur feeling de conduite tout simplement. Donc il y a plein de modifications qui n'ont pas encore été faites, hein. Mais pour l'instant on en est là. Du coup maintenant on va aller à l'intérieur de la voiture, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait à l'intérieur et surtout vous expliquer pourquoi les compteurs japonais sont bridés à 180 km/h. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur mes stories Instagram à chaque fois que j'en fais avec la voiture. Ils me disent mais Louis, mais ta voiture elle avance à 180 km/h maximum, c'est bizarre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi c'est 180 km/h maximum? Alors en fait, aujourd'hui ça n'existe plus au Japon. Les voitures japonaises peuvent monter à plus que 180 km/h. Mais en 89, il y a un accord qui s'est passé entre le gouvernement japonais et les constructeurs japonais, qui était de dire tous les véhicules doivent respecter les 180 km/h maximum et 280 chevaux maximum. Le gouvernement japonais estimait qu'en gros, ça suffisait largement pour s'amuser et du coup, ils ont obligé les constructeurs à brider leurs voitures. Et c'est pour ça aujourd'hui que les voitures japonaises sont réputées, du moins de cette époque-là, sont très réputées au niveau du châssis parce que les constructeurs se penchaient beaucoup plus sur les châssis que sur les moteurs en fait au final. Laissant un potentiel d'évolution sur les moteurs, on sait très bien que par exemple aujourd'hui, un moteur RB25 ou RB26, ça peut prendre énormément de chevaux d'origine. Donc c'est une voiture qui par exemple, quand je dis amélioration au niveau du châssis, qui aujourd'hui a les roues arrière directrices.
Ça, aujourd'hui, on en voit sur les Porsche GT3 RS, sur les AMG GTR. Mais déjà en 98, la Nissan Skyline inaugurait, avec des Honda aussi, c'est vrai, les roues arrière directrices. Grosso modo, ça fonctionne de la manière suivante. Il y a un système qui s'appelle l'ICAS, qui permet en fait, au-delà de 80 km/h, d'orienter les roues arrière dans le même sens que les roues avant. Et inversement, quand on est en dessous de 80 km/h. Ce genre de modification, c'est très bien pour faire de la petite route sinueuse. Par contre, dès qu'on veut commencer à drifter, c'est un peu plus compliqué parce que les roues arrière ont tendance à faire n'importe quoi. Donc moi, par exemple, je suis typiquement le genre de propriétaire qui pense à supprimer cette aide. Donc voilà, vous savez pourquoi les voitures japonaises, en règle générale de ces années-là, sont bridées à 180 km/h et à 280 chevaux. Deuxième petite anecdote sur la Skyline R34, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais Louis, ça te dérange pas le RHD, le fait que tu conduises à droite ?» Alors, en fait, tout simplement, la Skyline R34 n'a jamais été produite en conduite à gauche. Déjà, ça, faut le savoir. Les seules Skyline R34 que vous verrez avec des conduites à gauche, ce sont des voitures qui ont été modifiées. Majoritairement, elles sont aux Émirats Arabes Unis, parce que le coût de la modification est extrêmement élevé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que non, ça ne fait pas grande différence de conduire à droite ou à gauche. C'est juste une question d'habitude, encore une fois. La seule différence, c'est évidemment que c'est plus compliqué pour doubler. Après, on a un peu plus de puissance, donc si on prend des distances de sécurité relativement raisonnables, c'est possible encore de doubler. Mais aujourd'hui, je pense que les gens qui conduisent à droite peuvent le dire. On peut clairement les qualifier d'ambidextres de la conduite, parce que tout simplement, aujourd'hui, pour ma part en tout cas, je ne ressens plus aucune différence entre passer d'un volant à gauche ou d'un volant à droite. Mon Daily, qui est une Citroën C2, je le conduis à gauche et il n'y a aucun problème. Et pareil, quand je conduis à droite, il n'y a aucun souci non plus. Donc non, c'est pas du tout une barrière. C'est même plutôt un avantage, je dirais, parce que ça fait clairement atypique quand vous passez en ville avec une voiture comme ça. Les gens se disent, mais ça sort d'où? Bon, maintenant, je vais vous démarrer la voiture pour que vous puissiez entendre le bruit du 6 cylindres en ligne. Donc voilà. Je vais pas mettre de coups de gaz intempestifs parce que déjà je déteste ça quand c'est froid et surtout je vais me faire insulter dans les commentaires. Mais je vais vous faire écouter le son de dehors un peu. Donc c'est pas une voiture super bruyante d'origine, pour le coup moi je viens d'un 350Z à la base qui était beaucoup plus brillant que cette 34 et j'avoue que pour changer le bruit d'une R34 et la faire un peu plus chanter, il faudrait décatalyser et mettre un plus gros turbo. Ça viendra peut-être dans le temps, c'est pas dit pour l'instant, mais en tout cas voilà, au moins vous entendez le bruit. Alors je vais vous faire écouter surtout la dump valve à l'intérieur du moteur. Alors là on la voit qui travaille. Ah voilà, ça pète. Troisième petite anecdote par rapport à la R34 Skyline GTT, c'est une voiture qui a tourné dans les deux Fast and Furious, le 2 et le 4.
en tant que voiture de cascade. Et surtout, tous ceux qui disent que la R34 GTT n'est pas une voiture digne de la Skyline GTR si on veut. Est-ce que vous savez par exemple qu'aujourd'hui le RB25 qui anime donc cette voiture est majoritairement utilisé par les préparateurs qui cherchent à extraire des grosses puissances. Le RB26 est un réalésage du RB25 et du coup en fait les RB26 pourquoi ils sont pas utilisés par les préparateurs qui cherchent des grosses puissances? Tout simplement parce qu'aujourd'hui en fait ils se sont rendus compte que l'apport de matière qui était fait dans les RB26 n'était pas assez important pour supporter les pressions de turbo. Et qu'est-ce que ça engendre une pression de turbo trop importante dès qu'on va grappiller des chevaux au-delà de 500 chevaux évidemment, donc on ne parle pas de prépa non plus très classique. Et ben en fait ils se sont rendus compte que les cylindres fissuraient. Et qui dit fissuré dit casse moteur assuré. Hein. Du coup c'est ici que cette vidéo s'achève. Merci à Mathieu de m'avoir proposé de présenter ma voiture. J'espère que vous aurez appris quelques trucs intéressants sur la Skyline R34 GTT. Dernière info, il faut savoir aujourd'hui que c'est une voiture qui est en train de prendre une cote complètement folle, comme sa grande sœur la GTR. On parle en 2 ans d'une augmentation quasiment de 10 000 € sur le prix. On est passé de 24 000 € il y a 2 ans à 31 000 € aujourd'hui, pour la majorité des sites d'enchères. C'est une voiture qui a été produite uniquement au Japon, pour le marché japonais, australien et la Nouvelle-Zélande, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc si vous voulez une R34 GT, c'est le moment de se réveiller et de demander un crédit à votre banque parce que là, d'ici 5 ans, ça va être quasiment intouchable comme voiture. Et du coup, pour ceux qui voudraient suivre mes aventures avec la R34 Skyline, vous pouvez m'ajouter sur mon compte Instagram, qui s'affiche là, Lookars. Et je poste régulièrement mes photos et je fais des stories avec la voiture. On part en road trip avec les copains et tout. Et je vous mets aussi mes anciennes voitures. Donc n'hésitez pas à venir et puis on partagera tout ça ensemble. Allez, salut! Bonjour, je suis Philippe Chalot, créateur de la Smarlinette. Nous sommes dans l'est de la France avec du soleil. Je voulais vous présenter notre petit jouet, une évocation de la mythique berlinette sur une base de Smart Roadster. Voici donc le véhicule de base, une Smart Roadster. Elle est méconnue, mais avec des super performances. Très légère, 800 kg, 82 chevaux, propulsion, moteur central arrière, les masses sont très bien équilibrées. Ensuite, nous la déshabillons pour y placer un kit carrosserie en fibre de verre et polyester. Le bloc avant et le bloc arrière. Les portes, elles, restent 100% d'origine de la Smart. Donc, voici le premier montage à blanc. Avec les capots. Ce qui nous donne au résultat final un beau jouet. Le bleu mythique, de vraies jantes 3 monts, 3 parties, plus de déport à l'arrière qu'à l'avant, et de nombreux détails de la mythique berlinette. Les proportions restent très proches de la 110. Nous avons aussi personnalisé l'intérieur avec le numéro de la voiture, une sellerie typée des années de la berlinette. On retrouve les feux arrière d'R8. Celle-ci est la numéro 1. Premier modèle. Aujourd'hui, nous sommes à 20 véhicules sur les routes. Et nous sommes très fiers. Salut Mathieu, salut les passionnés. Tout d'abord merci de m'avoir invité à faire cette vidéo.
Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ma passion automobile. Comme on voit, je suis un petit peu collectionneur compulsif, mais je vais vous raconter un peu l'histoire de ma première voiture ancienne, car elle a quelque chose d'un petit peu particulier, et je vais vous montrer où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Allez. Bien, comme vous vous en doutez, aujourd'hui je vais vous parler de la Talbot Matra Murena. Donc celle-ci c'est une Murena couleur orange corail, 1,6 litre, donc avec le petit 1600 de la Solara. Elle est de 1982, donc c'est une phase 2, avec certaines modifications. Et donc c'est une voiture que j'ai acquise en 2012. En fait, tout est parti par une passion en fait, de la marque Matra. Je suis originaire du centre de la France, donc pas loin du musée de Romorantin, et j'ai visité par hasard le musée de Romorantin avec mon père qui travaillait chez lui, Matra Armement. Et donc je suis sorti de cette visite de ce musée-là en me disant « Mais pourquoi ne partons pas de cette marque ?» Cette marque qui a fait des voitures prestigieuses, enfin très, très vendues comme le Renault Espace, et qui est prestigieuse dans le sens où elle a gagné quasiment tout ce qu'elle a fait, du rallycross, de la F1, la F2, la F3, Le Mans. Et donc je me suis sorti en me disant pourquoi on ne parle pas de cette marque-là. Donc je me suis pris d'amour pour cette marque, et donc j'ai voulu rapidement acheter un modèle de série. À l'époque j'étais étudiant, donc il a fallu que je me rabatte sur un choix de raison, et donc la Murena était un choix tout trouvé. Déjà parce qu'elle a une belle gueule, et ensuite c'est une voiture un peu plus sûre que les autres autos de la marque, dans le sens où la carrosserie est en polyester comme toutes les voitures Matra, et surtout le châssis est galvanisé. Donc galvanisé à chaud, garantie contre la corrosion, et une garantie très fiable, puisqu'encore aujourd'hui, si la galvanisation n'est pas corrompue, c'est une voiture qui est encore très peu sujette à la rouille. Donc cette voiture-là, je suis allé l'acheter en 2012 dans l'est de la France, comme je le disais. Et elle avait 95 000 km. Et comme je suis un peu poissard, j'ai eu rapidement beaucoup de choses à faire. Donc c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée et qui m'a mis la main à la pâte sur la partie mécanique. Je ne savais vraiment rien faire sur les voitures et j'ai tout appris grâce aux membres d'un forum de Matra Passion. Et donc par exemple j'ai voilé une culasse au bout de 5000 km et il a fallu que je me remonte les manches pour réussir à mettre cette voiture sur pied, tout en apprenant les spécificités de cette voiture. Donc je vais vous montrer un petit peu ça, les spécificités qui font le charme, mais qui peuvent faire passer des nuits blanches aussi sur cette voiture-là. Donc en fait la Murena c'est un coupé, donc c'est un coupé à moteur central, avec 3 places frontales. Donc l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a vraiment une petite gueule, donc une voiture qui fait 90 chevaux, mais qui a vraiment une vraie gueule de petite sportive, même si elle n'en a pas le cœur. Donc moi c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup, donc en fait c'est vraiment ce nez assez pointu, avec une particularité qui est que, donc en bas on le voit, on a 2 vitrines qui permettent d'accueillir les veilleuses, les clignotants et les longues portées. Et après c'est ce qui fait tout son charme, c'est les fameux phares pop-up. Donc je vais vous les ouvrir. Alors à savoir que ça peut être rapidement un cauchemar ces phares. Ah, donc forcément là, comme elle n'a pas démarré, il s'ouvre pas complètement. Donc pour vous expliquer, en fait les phares, ils ne sont pas électriques. C'est des phares qui sont alimentés par un poumon à dépression et qui vient prendre la dépression sur le moteur. Et donc qui dit prise de dépression, dit prise d'air. Et donc en fait, on peut avoir un moteur qui tourne mal, et ça m'est arrivé, à cause d'un problème de phare. Donc si le circuit de dépression du phare est percé, on peut avoir un moteur qui tourne mal parce qu'il tourne trop pauvre. Donc ensuite, le nez de cette Murena est en fait assez creux. Là je vous ai ouvert le capot qui est tout en fibre, donc forcément c'est un peu mou. Donc à l'intérieur, la Murena, en fait, la partie avant vient juste accueillir la batterie, avec logiquement la roue de secours, tout le système de freinage, et ensuite on a tout ce qui est le système de suspension qu'on peut voir. Donc en fait c'est un peu spécial, c'est un système qui n'a pas de ressort, donc c'est un peu calqué sur certaines Simca,
C'est une voiture qui a des triangles avec des barres de torsion et juste des amortisseurs. Donc ce sont les barres de torsion qui font une bonne partie de la longueur du châssis, qui permettent l'effet ressort de la suspension. Donc le radiateur est en fait là-dessous, et donc après on a des tuyaux qui courent sous toute la voiture, et donc on a une quantité de liquide de refroidissement d'à peu près 12 à 13 litres dans une voiture. Donc comme ça m'est arrivé hier, quand vous avez un tuyau qui se décroche, et ben il faut avoir du stock. Donc ensuite sur cette Murena, on passe sur la partie arrière. Les flancs sont assez galbés, c'est une voiture qui n'est pas très haute, si je dis pas de bêtises, elle va faire à peu près 1m30, et elle fait un tout petit peu plus d'1m80 de large. Donc c'est quand même une voiture un petit peu large, pour un peu moins de 4 mètres de long. Et donc l'arrière est assez racé aussi, avec une grande baie vitrée. Un arrière assez fuyard, le bouclier remonte beaucoup à l'arrière. Et avec forcément, ça c'est un peu le détail aussi des années 80, des bandeaux de phare assez énormes. Donc ensuite on va passer à l'intérieur. Et donc l'intérieur c'est quelque chose qui est aussi très appréciable sur les Murena. Donc comme on l'appelait le salon. Donc c'est une voiture où l'espace règne en maître. Donc comme on le voit, on a 3 places. Alors c'est plutôt 2 places et demie, puisque on va dire qu'on va mettre vraiment les plus maigres au milieu. Et quand on est en place passager tout au bout là-bas, on apprend ce que ça veut dire d'être assis dans la portière. Donc là on le voit, en fait c'est une instrumentation assez simple. Donc on a forcément le volant typique de ces années-là monobranche. Et donc après on a un petit peu d'informations, le contour, la vitesse. Donc là on voit, depuis les 95 000 km que j'ai fait, j'en suis à 150 000, donc elle a bien roulé. Après on a le voyant de batterie, la pression d'huile, et puis la température et le niveau d'essence. Après c'est vraiment très très simple, beaucoup de place, mais en même temps on a vraiment une impression d'être vraiment dans un petit cocon, parce que c'est vraiment tout petit. Et la position de conduite est assez aussi originale, c'est-à-dire qu'on est vraiment allongé dans cette voiture, et c'est vraiment très appréciable. Et d'ailleurs les passagers ne s'y trompent pas, on s'endort très rapidement dans une Murena bercée par le son du moteur qui est donc derrière. Donc on va aller voir ce moteur-là. Voilà, on est passé à la partie arrière. Forcément, le petit truc qui fait rire au début, c'est forcément le bout de bois. Donc comme la plupart des Murena, les vérins sont fatigués. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, donc là on a le coffre, qui est quand même assez grand. Enfin, c'est la place du mécanicien, puisque forcément pour travailler, il faut forcément rentrer, enfin s'asseoir dans le coffre pour pouvoir avoir accès au moteur. Donc là je vous ai enlevé la boîte à air. Donc voilà, le moteur c'est quand même assez simple, ça fait beaucoup moins peur que les voitures modernes. C'est un petit 1,6 litre qui fait 92 chevaux. Donc c'est une énième évolution du moteur de la Simca 1000, donc qui est réalisé jusqu'à 1,6 litre, ce qui est quand même assez impressionnant, parce que entre les cylindres il ne reste plus beaucoup de matière. Un 1,6 litre assez sonore, puisque c'est un arbre à cames latéral culbuté, donc forcément ça fait un peu de bruit. Et donc qui est alimenté par un carbu double corps en Weber 36. Bon, forcément ce qui intéresse aussi les amateurs de voitures anciennes, c'est un petit peu comment vivre avec une voiture ancienne. Donc je vais vous faire un peu l'historique de cette voiture. Comme je le disais, je l'ai acheté à 95 000 km, maintenant elle est à 150 000. J'ai été rapidement embêté dessus parce que je suis un peu poissard. Donc j'ai rapidement voilé une culasse au bout de 5000 km. Suite à une pompe à eau qui avait surtout été changée trop tardivement par l'ancien propriétaire. Donc la culasse a chauffé, donc il a fallu que je m'y mette. Étant étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent, et donc il a fallu que je m'aguerrisse à la mécanique. Donc j'ai refait la culasse, j'ai refait tout le haut moteur en fait, l'alimentation d'essence, le carbu, l'alimentation aussi électrique, donc j'ai refait tout ce qui est le système d'allumage. J'ai refait aussi le refroidissement, à savoir que sur cette voiture là c'est un peu particulier, comme je le disais, les tuyaux qui passent en fait sous le châssis sont longs et sont soumis à la corrosion, puisque seulement pas, donc je suis tout passé en inox. La seule chose aussi qui n'était pas d'origine, c'était les carburateurs. Donc quand je l'avais acheté, j'avais des carburateurs de Bagheera S, donc en 2 carbus double corps en DCNF, et donc je suis repassé sur le carbu d'origine, qui est un simple carbu double corps en DCNVA, en 36 Weber. Donc j'ai beaucoup roulé avec, je me suis baladé beaucoup avec, c'était une voiture qui était vraiment une voiture plaisir.
J'ai pu aller en vacances avec, j'ai pu faire du covoiturage, donc même de l'autostop, les gens étaient ravis de monter dedans, ce qui me permettait, comme j'aime beaucoup discuter de cette voiture-là, de perpétuer un peu sa mémoire. Je suis allé à Spa, je suis allé au Mans, je suis allé à Dijon, j'ai fait des rallyes historiques, j'ai fait des petites séances circuit pour apprendre aussi à comment maîtriser la voiture, pour la comprendre, parce que forcément le moteur central c'est agile, mais c'est toujours intéressant de pouvoir comprendre la dynamique. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de routes avec cette voiture qui a été mon daily pendant aussi un petit moment, jusqu'à ce qu'elle ait 145 000 km, où j'ai eu quelques problèmes qui sont apparus. Déjà le fait qu'elle ne roulait plus beaucoup, parce que j'avais acheté des voitures, on va dire un peu plus récentes, des années 90, qui me permettaient de plus rouler, l'âme paisible, parce que ça me faisait aussi un peu mal de trop faire rouler cette voiture-là. Le fait de ne pas rouler, j'ai eu certains soucis au niveau du freinage forcément. J'ai commencé à avoir des problèmes moteurs. En plus d'autres problèmes, on va dire purement esthétiques, comme les tissus qui fatiguent. Forcément, à force de monter et descendre de la voiture, c'est compliqué. Et aussi au niveau esthétique, où j'ai le vernis qui est sur les carrosseries en polyester, et avec les peintures de ces années-là, qui commencent à s'effriter, et c'est quand même assez connu. Après, c'est un moteur qui est plutôt fiable, mais qui a horreur des prises d'air. Ce moteur-là gère aussi deux systèmes de dépression, qui est le système d'assistance au freinage et, comme je le disais, le système de phare. Et c'est sûrement aussi un petit peu le problème que j'ai. J'ai des prises d'air, donc j'ai refait plusieurs carburateurs pour réussir à supprimer les prises d'air. J'ai fait rectifier les collecteurs d'admission, les embases de carburateurs pour supprimer vraiment au maximum les prises d'air. Et jusqu'à hier, forcément, comme j'ai un peu de temps en ce moment, j'ai encore découvert que j'avais encore des prises d'air sur l'embase de carburateur, de collecteur d'admission. Et donc pour l'instant, ce que l'on soupçonne, c'est que l'interface, en fait, la phase d'accouplement du collecteur sur la culasse, donc la culasse serait voilée à ce niveau-là. Donc pour l'instant, on est en train de faire des tests pour réussir à voir si le problème vient réellement de là. S'il vient de là, j'ai une culasse en supplément à remonter, donc le plus intéressant serait de remettre cette voiture sur la route, toujours pour réussir à perpétuer son histoire. C'est une voiture qu'on voit peu souvent, 10 860 exemplaires à peu près. C'est vraiment une voiture qui donne le sourire aux lèvres, qui est simple à conduire, elle est très expressive, forcément déjà, pas d'autoradio, le moteur fait assez de bruit pour se faire plaisir. On est au ras de la route, on n'a pas besoin de rouler vite, à 80 on a déjà largement des sensations. Et c'est une voiture qui se dirige tout simplement, elle tient très bien le cap, la direction est agréable, pas assistée, mais comme le moteur est à l'arrière, il y a peu de poids à l'avant, donc elle se conduit vraiment toute seule. Enfin, on se fait vraiment plaisir avec cette voiture-là. Donc bon, le but, ça va être de continuer à travailler dessus, malgré le fait d'être ambitieux, donc forcément ce qui l'a remis au garage, c'est un peu un changement de vie, changement de région, changement d'emploi, achat de maison, achat d'autres voitures. Donc chaque chose dans son temps, et on va essayer de faire ça proprement et tranquillement. En tout cas, merci de m'avoir écouté, puis j'espère que ça vous aura plu d'avoir fait un petit peu le tour du propriétaire de cette Murena, et puis en espérant créer des vocations pour que cette voiture ait la reconnaissance qu'elle mérite. Ciao! Alors, c'était un beau programme. Merci d'avoir suivi cet épisode donc, dans les vidéastes du Passion Autosport du Var. Moi, je vous retrouve demain à 18h tapante et je vous garantis un petit programme aux petits oignons, mes enfants. Sur ce, santé, passez une bonne soirée et à demain.